Bien, merci pour les personnes ponctuelles. Nous allons donc redémarrer cet après-midi, donc qui va être légèrement réorganisé. Bon, les mots, c'est bon, on écoute un peu. Non, mais non, on a écouté tout à l'heure. Non, pour l'instant, c'est le présentateur. Le fil rouge. Donc, petite réorganisation hein, par rapport au déroulé que vous aviez tout à l'heure, hein, puisque au niveau de la présentation de l'implantation sur le territoire, qui était prévu de 13h30 à 15h, on va être question comprise plutôt jusqu'à 14h45, avec ensuite une intervention que, effectivement, avec M. Kilarlan semble intéressante, hein, d'un bilan que par Johan se présentera mieux en lui-même, qui, on va dire, donc il y aura un bilan, donc, on va dire, avec une ouverture, etc., donc pas forcément drôle. Donc, par contre, donc, un bilan ensuite, je pense, une intervention de Basile et Lucien, qui viendront tout à l'heure, et nous aurons le plaisir donc de pouvoir conclure, d'entendre M. Payan, M. Kimerlin, Kiki, Dada et Nono, de pouvoir venir à la fois faire le bilan, mais aussi ouvrir pour se donner rendez-vous l'année prochaine. Donc, pour commencer l'après-midi, donc, je vais vous présenter Christophe Lecointre, qui est chef de service avec les d'Écosse. Il va être content. Donc, il y a Madame Gégou, qui est chef de service adjointe, pas n'importe quoi, qui est chef de service tout court à Zeu, dans le Gard, donc sur l'UTASI Clamart-Vidourle. Hein, donc, UTASI, c'est l'unité territoriale d'action sociale et d'insertion. Donc, c'est le nom dans le Gard que porte le nom où il y a la ZEU. Et pas que la ZEU d'ailleurs, parce qu'il y a la SST, la PMI, etc. On y reviendra. Donc je vais appeler, puisqu'elle n'a pas pu être présente pour des raisons de santé, et si elle le peut, elle sait à quelle heure j'intervenais cet après-midi, elle va peut-être appeler pour pouvoir, je mettrai l'interphone et elle vous adressera quelques mots du projet qu'on a en commun. Mais c'était pas certain parce qu'elle avait le rendez-vous médical à peu près au même moment, donc si le rendez-vous se termine à temps, elle pourra intervenir en direct à distance. On n'aura pas le plaisir de la voir, mais de l'entendre peut-être. Voilà, merci de votre attention. Donc je vais commencer, et puis je vais randonner ce micro, sinon je n'ai pas mes deux mains libres. Bonjour, je suis Christophe Lecointre, chef de service éducatif depuis septembre 2012 à la communauté COST. Et je pense que, comment? On ne m'entend pas assez? Voilà. Est-ce que là c'est mieux? C'est bien. Merci. En fait, comme support, je vais vous présenter donc un PowerPoint qui a servi de support de présentation au niveau de la direction sociale et d'insertion, donc au niveau du conseil départemental du Gard, par rapport à un contexte particulier qui nous anime au niveau de ce que l'on appelle, nous, l'UPAF Sud, puisque dans le principe de la territorialisation, je vais vous décrire juste après, il est prévu qu'on s'installe plus sur un endroit en particulier, mais je vais vous le présenter dans la dynamique globale. Donc c'est vrai qu'au départ, je ne l'ai pas retouché, hein, c'est vraiment le document brut tel qu'il avait été présenté, et ce n'était pas quelque chose que nous avions uniquement communauté COST présenté, hein, quand on était à la direction, c'était un document qu'on a présenté conjointement avec la chef de service de l'UTASI Clamart-Vidourle, qui était venue avec nous le proposer donc aux financeurs, au niveau des représentants politiques aussi du département, par rapport à ce qu'on défend là. C'est pour ça que ça aurait été vraiment intéressant qu'elle soit là avec nous, mais je pense qu'elle est dans le cœur, mais voilà, peut-être que par interphone, elle sera là tout à l'heure. Donc, peut-être pour pouvoir mieux vous présenter le contexte dans lequel on intervient, donc je vais aller assez vite, puisque c'est vrai que pour la plupart, vous avez pu échanger avec nous au niveau ou avoir eu le plaisir de lire effectivement l'article des ASH qui montre un peu la dynamique dans laquelle nous sommes depuis 2 ans. Mais donc, petit rappel historique. En octobre 2012, on va dire suite à tout le cursus que vous ont présenté d'ailleurs les éducatrices et psychologues hier,
on se retrouve dans une situation vraiment flagrante où les éducateurs et éducatrices de SAPMN, enfin, on va dire pas de leur pied, hein, mettent en application les principes de la clinique de la concertation qui ont commencé à être mis en œuvre, mettre en œuvre aussi des PEA partagés, donc les projets éducatifs d'accompagnement, et on constate une véritable dynamique et une tendance à la diminution des durées des prises en charge, etc., mais uniquement dans le cadre des mesures SAPMN, puisque pour les éducateurs et éducatrices travaillant sur les groupes d'hébergement, une grande frustration qui augmentait, qui grondait même, on pourrait dire, merci Catherine, sur le fait qu'il y avait vraiment un décalage entre toutes ces, comment dire, du coup pour eux, ces bons principes qui, au regard de ces enfants séparés de leur famille et le manque de temps en termes d'organisation pour intervenir justement sur les ressources, sur là où on pouvait s'appuyer pour que les enfants puissent rentrer à la maison, ça ne marchait pas et les gamins restaient bloqués sur les hébergements. Donc, on va dire dans un contexte un petit peu de crise, on a proposé l'idée de pouvoir faire une unité pilote de transition qui était de partir, de prendre 4 éducateurs d'internat, 4 éducateurs et éducatrices de SAPML, et ensemble, donc sur la base du volontariat, et une maîtresse de maison à l'époque, pour essayer de mettre en place donc une UPAF. Enfin, on ne savait pas encore à ce moment-là, c'était une unité pilote de transition, parce que c'était vraiment l'idée d'avoir une unité, un service qui expérimenterait une idée, et que si ça marche, si c'est validé, etc., on l'étendrait à l'ensemble de la maison d'enfants. Donc de novembre à décembre 2012, il y a eu vraiment toute une méthodologie avec des réunions chaque semaine, avec l'ensemble des éducateurs, éducatrices, psychologues, maîtres de maison, veilleurs qui souhaitaient participer, avec chaque semaine des groupes de travail validés ou pas en réunion de direction la semaine d'après, et de fil en aiguille, arrivé en décembre avec l'idée de mettre en place en janvier 2013 donc, une UPAF expérimentale, donc unité de prévention, de protection de l'enfant et d'accompagnement des familles, tout en maintenant donc, les 5 autres services qui étaient une unité de SAPMN, le groupe d'internat d'externat, 2 unités d'internat, plus une équipe qui s'occupait exclusivement de l'hébergement diversifié, donc des pré-majeurs et des jeunes majeurs qui étaient en hébergement individuel à l'extérieur. En septembre 2013, donc, est validée cette idée de fonctionnement en UPAF, puisque parallèlement il y avait eu la mise en place d'un comité de suivi, ce qu'on a expliqué hier, donc je vais vite, avec la présence de magistrats, de directeurs d'autres types d'établissements, puisqu'il y avait un directeur de CHRS, il y avait un directeur des FJT, il y avait la PJJ qui était invité, et puis la ZE. Donc l'idée prend, et l'ensemble des salariés aussi considèrent que c'est vraiment intéressant aussi d'attaquer comme ça. Du coup, à partir de janvier 2014, on construit les UPAF autour des hébergements collectifs existants. Donc les 2 dont je vous parlais tout à l'heure qui est resté, il y a celui de l'UPAF expérimental, puis 2 autres UPAF qui viennent se monter autour des 2 hébergements avec les éducateurs des SAPMN et d'hébergements diversifiés qui viennent dans un mélange, voilà, on se mélange. Des fois c'était des mélanges bien, des fois c'était des mélanges moins bien, des fois des grimaces là, un peu. Avec par contre le maintien du service externat, qui s'appelle Faraday, puisque à l'époque, c'est vrai que c'est un service vraiment en dehors de la maison d'enfant et qui, dans ses pratiques, etc., avait été moins intégré dans l'idée du fonctionnement du PAF au départ. Donc on avait besoin de prendre soin d'eux et de prendre le temps de les intégrer dans une ultime phase qui était en septembre 2014, où là, on avait mis en intramuros l'organisation qu'on imagine finale, puisque on était déjà dans l'idée de conserver 2 UPAF sur Nîmes et une UPAF qu'on avait appelée Saint-Gilles, puisqu'on était dans l'idée de s'implanter sur cette commune. Donc, pour la petite histoire de ceux qui. C'est la commune donc, dont on avait entendu parler un peu à la télé, tout ça, parce que Gilbert Collard était candidat à la mairie, et puis voilà, c'est un secteur déserté
part, il n'y a pas de maison d'enfants, il y avait donc un secteur associatif très important, et on disait que c'est vraiment un endroit où ce serait bien qu'une maison d'enfants allait s'installer. Donc, en route pour Saint-Gilles, c'était vraiment le mot d'ordre, hein, puisque du coup, on avait donc 18 salariés qui avaient été qui étaient partants pour pouvoir partir là-bas. Je vous explique pourquoi c'est interrompu, puisque dans la dynamique, en juin 2013, donc feedback, il y a un choix par l'institution de s'implanter au regard des localisations diverses des maisons d'enfants dans le Gard et des secteurs, on va dire, pauvres, en termes de prise en charge et d'hébergement. On choisit Saint-Gilles en juin 2013. En février 2014, on achète une maison sur Saint-Gilles qui permettait d'envisager le fait de s'installer là-bas. La constitution de la future équipe en avril 2014, donc 18 professionnels quand même. Dans ces 18 professionnels, il y a 11 éducateurs, éducatrices, 3 maîtres et maîtresses de maison, 2,6, alors ça fait 3 veilleurs. Ça fait pas 10 ans que ça fait 2,6. Vous me donnerez des techniques. Et la psychologue, le chef de service, et puis normalement, quand on met bout à bout tout ça, ça fait 18. Du coup, d'avril à juin, de travail par rapport au fait de dire, bah oui, ça serait bien de mettre une chambre là, et puis une salle de bain comme ça. Ah non, pas de lavabo, plutôt des douches. Voilà. Juillet 2014, on dépose le permis de construire dans une optique de déménagement en août 2015, demain. Décembre 2014, je crois que c'était le 23, par là, hein, juste avant Noël. Refus du permis de construire. Voilà. On ne va pas rentrer là des motifs qui ont motivé la mairie à refuser ce permis de construire. En tout cas, le calendrier se bloque. Hein, le temps passe. On est en avril 2015, donc peu de temps avant qu'on présente ce document au département. Sur le fait qu'on s'en aille, c'est qu'on est dans notre maison mère, que pour certains ont pu connaître, c'est vendu au niveau sur le papier, hein, au niveau de la mairie de Nîmes, qui rachète les locaux. Du coup, à un moment donné, il va falloir qu'on sorte. Les distances d'intervention qui augmentent, c'est-à-dire que le fait qu'on était dans la dynamique de s'implanter sur le sud du département, au fur et à mesure, quand des situations s'arrêtaient, les nouvelles mesures qu'on essayait de mettre en œuvre, c'était exclusivement ou principalement avec l'Utasie Camargue-Lidourle, donc sur le sud du département, mais comme étant toujours basé sur Nîmes, on se retrouve dans une situation où les éducateurs passent de plus en plus de temps sur les routes pour pouvoir aller activer les ressources. Le fait que on ne va plus à Saint-Gilles, mais du coup on va où? Donc des professionnels qui s'inquiètent, et une dynamique qui, quand même, est en risque d'essoufflement, voire en essoufflement tout court. Mai 2015, donc c'était le mois dernier, on était dans une proposition, une évolution de l'expérimentation, puisque c'est vrai que le mode UPAF, même s'il a été validé en termes d'organisation au niveau de l'annexe, il y a encore des choses, on est toujours au travail, il y a des choses qui en janvier 2014 étaient en place, puis aujourd'hui qui sont un peu différentes, qui évoluent toujours. Et donc cette proposition d'évolution, c'est vraiment dans l'idée de débloquer le calendrier, parce que sinon là on est dans l'idée de pouvoir déménager en 2017-2018, au niveau de trouver un endroit, déposer un nouveau permis de construire, etc. Construire. Et aussi d'être dans une proposition de répondre autrement au nombre de situations en attente. Du coup, c'est vrai que l'implantation sur le territoire, on a vraiment eu l'impression que c'était un peu l'étape suivante du fonctionnement UPAF, l'étape logique de ce qu'on avait pu mettre en œuvre. Donc, est-ce que, rapidement, vous avez besoin que je reprécise ce qu'est une UPAF pour des personnes où tout le monde à peu près a... C'est bon, pas besoin de repréciser une UPAF. Ah, oui, bien. Bon. En fait, le principe de l'UPAF, c'est on a un principe d'intervention qui s'était développé avec le SAPMN, le service d'accompagnement progressif en milieu naturel, qui est donc le placement à domicile, que les enfants restent au sein de la famille, avec l'équipe éducative qui est là pour activer les ressources et puis de faire en sorte qu'à un moment donné, il n'y ait plus besoin de nous. Et de passer le relais au niveau de ce qu'on appelle nous le droit commun, qui est peut-être un peu le pendant de ce que vous présentiez hier au niveau du dispositif
développement local social. Social local, je ne sais plus. Donc, l'idée, c'est qu'une seule et même équipe puisse intervenir comme si c'était du SAPMN, quelle que soit la ressource d'hébergement. C'est-à-dire que les enfants soient chez eux, en hébergement collectif, en hébergement diversifié, ou dans de la famille, ou un tiers-ligne de confiance, ou en famille d'accueil, on va intervenir de la même manière pour, pareil, activer les ressources et faire en sorte que les situations puissent se passer de toute intervention éducative. Donc, en gros, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de danger. Voilà, c'est un peu le mot du PAF, du coup une grosse équipe, 10-11 éducateurs qui ont une répartition de temps de travail qui est, où ils interviennent d'une façon, ils ont à peu près un lever une soirée par semaine, à l'heure actuelle, pour faire vivre l'hébergement. Le reste du temps étant du temps ressources, c'est-à-dire de pouvoir aller rencontrer les partenaires, les familles, etc. Avec une ouverture 365 jours. Avec une ouverture, bien évidemment, 365 jours par an. Alors, je ne sais pas si c'est un message par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Alors, pour rappel, donc le fonctionnement en conformité avec la loi du 5 mars 2005, c'est vraiment le fait de pouvoir mobiliser les ressources de droit commun. Alors, mobiliser les ressources de droit commun, c'est vraiment petit à petit de considérer, je prends un exemple, quelqu'un qui, ou avant, quelqu'un qui arrivait, qui avait besoin de faire un courrier d'administration, etc. Bon, ben, vous avez madame, vous avez monsieur, on remplit le courrier, etc. Parce que la personne ne sait pas écrire, par exemple, et bon, ben, vous n'avez qu'à signer là, porter, etc. De se dire d'aller voir s'il n'y a pas soit d'activer l'assistante sociale de secteur, qui va pouvoir l'aider dans ce sens-là, ou un écrivain public, ou le voisin, parce que le voisin, il est tout à fait à même d'aider cette dame et de pouvoir permettre qu'une fois partie, il y aura quelqu'un qui pourra garantir qu'elle pourra écrire une lettre à l'administration et de ne pas se retrouver de nouveau dans une crispation avec je ne sais quel service qui, par effet boule de neige, placerait ses enfants. Le soutien des ressources naturelles, réduire les effets de la séparation, hein, puisque vraiment on parle de l'hypothèse que la séparation de l'enfant et de sa famille vient non seulement ne règle pas forcément le problème, mais en plus risque d'en rajouter d'autres. De pouvoir aussi réduire les temps de prise en charge et de déjudiciariser les mesures. Donc l'ensemble de ces items étant, vous les retrouvez hein, dans les principes globaux de la loi BAS hein, du 5 mars 2007, puisqu'il y en a 4 autres, puisque M. Chirac avait bien envie d'inviter M. Sarkozy. Donc, tout en permettant la protection, en activant les ressources d'hébergement, du coup, pardon, je lis, le fait de, voilà, donc c'est l'ensemble, hein, c'est de, quelle que soit la modalité de placement, on permet la protection des enfants en activant des ressources d'hébergement adaptées au projet de l'enfant et de sa famille. Donc, comme on disait, ça peut être dans l'environnement familial, parce que ça peut être au domicile des parents, mais ça peut être au domicile d'un oncle, d'une tante, mais pourquoi pas aussi d'un voisin, d'un ami, voilà, quelqu'un qui est ressource pour la famille. L'hébergement collectif quand c'est nécessaire, et l'hébergement individuel qui peut prendre la forme d'un hébergement chez un assistant familial, que nous avons recruté des assistants familiaux pour pouvoir exercer ces hébergements-là, et ou un appartement ou un FJT. Le fait de défendre l'implantation sur le territoire, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on est de plus en plus sur la route parce qu'on est à distance, c'est vraiment de aussi renforcer la proximité d'intervention et de limiter, par exemple, les ruptures sociales. Le fait qu'on soit à proximité des familles, on va dire même à un quart d'heure de voiture, ou qu'il y a des transports en commun, etc., c'est que même quand on doit héberger l'enfant sur l'hébergement collectif, que ce soit pour une durée plus ou moins longue, on n'est pas obligé de changer d'école, on n'est pas obligé de le désinscrire de son club de sport, on n'est pas obligé que la personne qui vient donner un coup de main pour les devoirs, ce soit plus la même, etc. Enfin, vraiment de maintenir tout ce lien social qui était préexistant au placement et que ça puisse être maintenu, puisque dans l'idée, il va tourner à cet endroit-là, dans son environnement primaire. Le fait de limiter par rapport, parce que moins on se déplace, du coup, plus on a de temps avec les gens, ou les partenaires. Le fait de faciliter, comme c'est un peu ce que je vous disais juste avant, hein, des fois, il y a des enfants qui sont placés dans la durée, et d'autres qui peuvent être placés
soit parce que pour répondre à un soutien au niveau de la famille, donc d'une façon très ponctuelle, ça fait un peu en famille, bon bah ok, bon, il va venir un peu sur l'hébergement et on vous le ramène demain et on en reparle, ou de quelque chose d'organisé pour X ou Y raison, que pendant une période donnée, en lundi, l'enfant vient dormir soit chez l'assistant familial, soit au niveau d'hébergement collectif. Le fait aussi de travailler sur un seul secteur, bah, c'est on peut plus facilement connaître, je parlais d'un écrivain public tout à l'heure, mais ça va être peut-être aussi, bah, il y a tel prof de sport par rapport à telle ou telle chose, lui est beaucoup plus à même de venir en aide à tel gamin parce qu'il a cette problématique-là, et puis on va les mettre en lien, etc. Aussi au niveau des services de PMI, de services social territorial, enfin, le fait de ne pas démultiplier les intervenants, à un moment donné, on finit par mieux se connaître et de ce fait-là, de gagner un temps précieux sur le fait de pouvoir plus facilement orienter et répondre aux besoins des personnes, des enfants et de leur famille. Et aussi, le fait de pouvoir, tout en, si on construit les choses avec les gens, ça a quand même une notion de pouvoir pérenniser les soutiens une fois la prise en charge terminée. Puisque, comment dire, à partir du moment où on oriente les choses en sachant très bien comment les gens peuvent se soutenir les uns les autres, forcément, on gagne en pérennité au niveau du retour en famille. Du coup, par rapport à l'implantation sur le territoire, on propose une intervention concertée avec le service gardien. Donc, c'était vraiment là dans l'idée, normalement, il y a Madame Gigou, donc je devrais mettre une chaise, bonjour Christelle. Du coup, ensemble, on présentait vraiment cette idée, parce qu'il y a vraiment un intérêt commun, le fait de pouvoir travailler en concertation et en proximité. Sur le fait qu'on puisse. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et là, il y a une très mauvaise nouvelle qui lui est arrivée, elle vient de me répondre, elle ne pourra pas la laisser dans sa famille, ça vient se rajouter. Donc Christelle ne parlera pas aujourd'hui. Pardon. Voilà. Du coup, le fait de. Quand on se retrouve à devoir gérer un peu les situations, etc., lorsque on est sollicité par le service gardien, eux, ils ont souvent, à l'heure actuelle, ils ont une demande de placement par le magistrat, etc., et du coup, ils diffusent. Il y a sur l'ensemble du Gard, il y a 15 maisons d'enfants, à peu près 11, je ne sais pas loin. Du coup, en général, même si c'est éloigné, etc., ils diffusent sur les 11 maisons d'enfants en disant on a besoin de placer. Du coup, après, en fonction, effectivement, il y en a qui vont répondre, il y en a qui ne vont pas répondre. Et on va se retrouver avec des situations où les enfants vont se retrouver placés à 50, 60, 70 plus, kilomètres de leur lieu d'habitation, de leur milieu naturel, etc. Bon, déjà, dans l'activation, les capacités de retour, maintien du club de sport, etc., c'est compliqué. Et sur le fait de pouvoir rencontrer régulièrement les partenaires, etc. Par exemple, la chef de service adjointe de l'ASE nous disait qu'elle avait du coup en référence 8 à 9 maisons d'enfants différentes et qu'elle devait, dans le suivi des situations SAPMN qu'elle gérait, démultiplier les déplacements, les rencontres, d'être en difficulté de pouvoir rencontrer tous les partenaires, etc. Alors que si une grande partie des enfants dont ils ont la charge en tant que service gardien sont situés sur un territoire, ce sera beaucoup plus simple parce que ça va limiter eux aussi le nombre de déplacements, etc., etc. Donc il y avait un intérêt à ce niveau-là, mais également sur le fait que s'ils connaissent là où on en est des situations qu'on accueille, ils savent que un tel, dans un mois, ce sera bien, on est en fin de mesure, on est tous d'accord pour demander un arrêt de la prise en charge auprès du magistrat. Du coup, on prépare déjà l'arrivée de la situation suivante en commençant à explorer les ressources ensemble, etc. C'est le fait aussi qu'on est au mois de juin, la mesure dure jusqu'au mois de décembre, mais on sait très bien que là, on peut arrêter. Ou encore quelque chose où on sait qu'il n'y a pas de place, mais comment on peut faire déjà pour commencer ensemble à pouvoir nous faire profiter peut-être de notre approche. Je dis, tiens, on peut peut-être faire avec vous un sociogénogramme, même si on ne démarre pas la mesure,
et puis eux, ça leur permet de repérer des ressources et de commencer à intervenir dans la situation. Il y a vraiment une volonté dans cet esprit-là. Et donc, du coup aussi, de pouvoir mieux gérer la gestion de la file active, puisque pour que les enfants puissent rentrer dans la maison d'enfants, que ce soit hébergé ou pas hébergé, il faut qu'ils en sortent. Parce qu'à un moment donné, c'est effectivement pas extensible. Et que, donc il y a tout un travail au niveau de pouvoir vraiment distinguer la notion de risque et de danger au niveau de, effectivement, de dire qu'il y a peut-être des situations où il y a encore du risque, mais que ce risque est mesuré, qu'il y a suffisamment de confiance retrouvée dans les compétences parentales que ces parents pourront réactiver éventuellement à leur demande, peut-être même dans le contractuel, de pouvoir redemander de l'aide si besoin, parce que le danger n'est plus. Voilà. Mais, et on a des exemples de situations où on peut dire qu'il y avait vraiment du risque, mais qu'en le distinguant du danger, il y a eu des malgrés de placement dans des situations, sur la tente, on pourra donner des exemples, qui pour certains, ils pourraient dire qu'on est un peu flou, et que le juge aussi peut-être un peu flou. Un partage du savoir-faire et une répartition des compétences qui permettrait, du coup, une réactivité, une souplesse et une concertation plus importante. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'ASE sait vraiment très bien faire, où ils sont en contact, je le disais encore, avec la SST, la PMI, Service social territorial, et que même dans le cadre d'éventuels accueils immédiats, donc accueil immédiat, accueil d'urgence, où on constate que des fois dans le cadre d'accueil d'urgence, les enfants, comme le foyer de l'enfance est à Nîmes, voire à Bagnères-sur-Cèze, donc encore plus loin, les enfants, déscolarisation, rupture des liens, etc. Et difficulté de retravailler le retour. Là, il y a peu, on a eu une situation de l'OPP, il n'y avait pas de place au foyer d'enfance, du coup on a accueilli les enfants. On a pu essayer tout en travaillant sur les compétences parentales, sur la reconnaissance de la petite qui avait dénoncé des faits de violence de la mère, qui avait généré le placement, donc une enquête pénale en cours. La maman qui a pu verbaliser, même remercier sa fille d'avoir pu lui dire, d'avoir pu dire les choses, puisque elle a dit grâce à toi, je ne me rendais pas compte que c'était vraiment pas bien ce que je faisais, etc. Je schématise. Mais du coup, maintenant, je vais faire attention, et puis avec de l'aide des éducateurs, ça va bien se passer. Et donc, alors que globalement, une EPP du procureur pour fait de violence et de maltraitance sur enfants, jusque-là, j'ai envie de dire, c'était 100% des situations. La juge l'a même répété, monsieur Fallon, vous étiez à l'audience, c'était transformation en placement pour au moins 6 mois, voire 1 an. Là, donc, au bout de 15 jours, le temps de l'OPP, les enfants sont arrivés, audience. La juge a donc verbalisé en disant ma décision a été prise, ça devait être un placement parce que normalement c'est comme ça, mais je vous ai tous entendus, j'ai entendu les enfants, j'ai entendu la maman, le papa, l'ASE, l'AMEX poste, je fais un SAPMN. Donc on est dans quelque chose qui se décale un petit peu par rapport au fait que progressivement, je pense que les gens, quelle que soit leur place, arrivent à faire cette distinction aussi au niveau du risque et du danger. Parce qu'on avait même au niveau des enfants, on a maintenu l'école, on a maintenu, enfin, vraiment essayé de rester le moins d'impact possible pour les enfants. Le fait aussi de développer de nouveaux projets, parce que par exemple, l'ASE avait comme idée de pouvoir créer un accueil de jour de prévention à destination des petits sur une commune qui s'appelle Bellegarde. On invite à prendre une carte du gars, voir où est Bellegarde, c'est sympa. Et du coup de pouvoir voir comment on peut le créer ensemble éventuellement, ou en tout cas contribuer à pouvoir y participer. Du coup, le fait que, en quoi on s'est retrouvé dans quelque chose qui était une proposition, un peu l'occasion qui fait le larron, on peut dire comme ça, sur le fait que on est en recherche d'un nouveau bâti, le fait que ça a été refusé à Saint-Gilles, on est toujours en recherche d'un nouveau bâti sur le secteur de l'Utazik à Marvillon, sauf que, au niveau trouver un endroit, puisque les UPAF sont tels, à Coste en tout cas pour le moment, de toute façon il n'y a plus Coste, les UPAF. En fait, de pouvoir considérer que les hébergements collectifs est 10 000 chacune, pour voilà, pouvoir accueillir le nombre de mesures internat que l'on a, puisqu'on a en tout 31 mesures internat dans une répartition qui était à peu près 20-21 hébergements collectifs ou familles d'accueil, et une dizaine d'hébergements extérieurs en FJT, appartements, etc. Et que du coup, le fait d'être
avec 10 lits, c'est un ERP, établissement recevant du public, c'est donc dépôt de construire, enfin dépôt permis de construire, etc. Donc des périodes qui sont assez longues. Et le fait que je disais tout à l'heure, la mairie de Nîmes a dans l'idée d'acheter, mais si on lui dit bah, tout compte fait, on va rester dedans jusqu'en 2018, à un moment donné, ils vont dire bah, vous rigolez, on arrête d'acheter et puis démerdez-vous avec notre. Enfin, je ne dirais pas comme ça, bien sûr, parce qu'on serait là. Mais c'est du coup, on se retrouve vraiment dans une impasse et qui amène à faire cette proposition aujourd'hui qui est de considérer autrement la place d'un enfant au sein d'un internat. Donc, la présentation de la démarche, de cette démarche un peu d'expérimentation, hein, c'est le fait de, bien sûr, de sortir de l'impasse, de baisser le nombre de places d'internat, avec des chiffres qui permettent de dire qu'est-ce qui nous permet d'oser dire qu'on peut baisser le nombre de places d'internat alors qu'il y a un besoin constant de protection. Faire la proposition, de présenter l'objectif, la temporalité, en quoi on peut se permettre de dire que c'est possible et que c'est faisable, et bien sûr un petit temps de conclusion et d'ouverture. Sortir de l'impasse. Tout simplement, le fait que, donc, après quelques temps d'information, etc., ou de pistes, il y a un moment donné, donc, par rapport à l'adaptation des travaux qui commencent dans la maison mère qu'on est en train de vendre, un pompier était venu et à un moment donné a dit à monsieur le directeur que s'il n'y avait que 6 enfants, donc pas 7, on était dans la réglementation habitation et non plus établissement recevant du public. Mais oui, mais c'est bien sûr, pourquoi pas, tiens, j'avais déjà entendu ça quelque part. Monsieur le directeur dit, eh bien pourquoi pas, il faudrait qu'on voit ce qu'on peut faire par rapport à ça. Du coup, on se dit, réduire le nombre d'enfants hébergés et le postulat de départ pour pouvoir débloquer le calendrier, parce que pas besoin de permis de construire, etc. Maintenant, de simplement dire ça à un service gardien qui est en peine de trouver des places en disant vous ne vous rendez pas compte, il y a une file active énorme, etc. On était de pouvoir dire que le fonctionnement en mode du pass et la réduction du temps nécessaire à la protection que ce fonctionnement génère permet, nous on propose un nouvel indicateur d'activité qui est en plus du taux d'occupation, hein, que les lits sont occupés à 95, 100, 105, 110, 120, en est bon, on fait du 130%. C'est plus le fait de considérer le nombre d'enfants protégés annuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, j'ai été rechercher, donc j'avais pris tous les tableaux donc, des enfants qui avaient été placés depuis quelques temps, et pour pouvoir comparer, puisqu'on avait commencé le mode UPAF en janvier 2013, et on était, quand je faisais ces recherches, on était en avril 2015, j'ai pris la période 1er janvier 2013, 31 décembre 2014. Et pour pouvoir comparer, j'ai pris les 2 ans d'avant, qui étaient pourtant déjà avec une approche, puisque depuis 2011, hein, les approches étaient fortement développées avec le fonctionnement lié à la clinique de conservation, hein, qui commençait à s'introduire dans l'établissement. J'ai pris la même période en considérant que par rapport à la durée, enfin du temps que les enfants passaient sur l'hébergement collectif, pas la durée des prises en charge globales, hein, vraiment le temps que les enfants restaient dans les murs. Donc, sur les 21 lits dont je vous parlais tout à l'heure, 40 enfants, entre le 1er janvier et le 31 décembre, sont sortis de l'institution, ont quitté l'hébergement. Ont quitté l'hébergement parce que soit c'était une fin de mesure, soit parce qu'ils partaient en appartement extérieur, soit parce qu'il y avait un changement en SAPML, enfin des choses comme ça, donc quand même des choses qui pouvaient arriver. Mais en tout cas, c'était le nombre d'enfants sur 21 lits qui étaient sortis d'hébergement collectif. Ça faisait une moyenne de durée de prise en charge, parce qu'au-delà, ceux qui sont sortis dans cette période-là, des fois étaient là depuis pas mal de temps. Ça faisait une proportion de capacité de protection, alors c'est une moyenne, je vous rassure, nous ne faisons rien sur l'intégrité physique des enfants, de 1,9 par lit sur une période de 2 ans. Sur 2 ans, un même lit avait été utilisé par 1,9 enfants. Donc j'ai repris le même mode de calcul après, en partir du mode de fonctionnement UPAF. On se retrouve, donc là, pour être sur la période, la seule unité où il y avait le même nombre, qui fonctionnait en UPAF, c'était l'UPAF expérimental, puis l'UPAF Sud, qui, du coup, donc 7 puis 10, donc on n'est déjà pas sur sur cette même période, 29 enfants ont quitté l'hébergement. Ça veut dire que
on se retrouve dans une durée de prise en charge moyenne sur l'hébergement, pas total, hein, mais sur l'hébergement de 6,8 mois au lieu de 32. Et que par contre, la capacité de protection, donc sur la même période, un même lit, cette fois, pouvait protéger, on va dire, 4,1 enfants. Donc, je ne sais pas si le virgule 1, c'est le pendant du 0,9 tout à l'heure. C'est peut-être laisser traîner un truc, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, un constat flagrant, avec des chiffres qui étaient impressionnants. Donc, malgré tout, il y avait le fait de pouvoir être honnête et dire que c'était aussi des chiffres en trompe-l'œil, puisque une baisse fulgurante de la durée des prises en charge en hébergement collectif n'impliquait pas forcément une baisse de la durée des prises en charge globales, puisque les enfants qui étaient arrivés, c'est la même équipe qui va continuer même en mode SAPML, du coup ils restent présents, suivis par l'UPAF. Du coup, on se retrouvait dans une situation étrange, c'est que lorsqu'on était dans une fin de mesure SAPML, c'est-à-dire que l'enfant, voilà, la mesure s'arrêtait, il était en famille, etc., ou en prison, des fois, mais en tout cas ça s'arrêtait. On demandait, on disait qu'on avait de la place en internat. Ce qui fait que sur le secteur, par exemple, d'intervention, ils ont des fois des enfants qui étaient directement orientés ou placés en SAPMN par le magistrat, mais on ne pouvait pas y répondre, puisque si on y répondait, on se retrouvait rapidement dans quelque chose qui était avec trop de SAPMN par rapport au nombre de mesures internat. Donc, vous comprenez pourquoi la répartition juste après, dans le tableau d'après. Donc ce qu'on propose, c'est qu'en considérant même avec un maximum de 6 lits sur un hébergement collectif, on reste sur une période de 2 ans en capacité de protéger davantage d'enfants que ce qu'on pouvait faire avant, quand on n'était pas en mode UPAF. Que du coup, le fait que le point d'entrée, donc comme ça c'est ce que je viens de dire, et du coup on propose, tout en baissant donc, le nombre d'enfants hébergés, d'augmenter le nombre de situations SAPML, ce qui, par voie de conséquence, permettrait aussi, à la fois, quand un SAPML se termine, d'accueillir un internat, mais aussi, quand un autre SAPML se termine, de commencer une mesure SAPML, et de ne pas attendre que ça devienne tellement crispé que, du coup, c'est bon, ça passe en internat, on peut la prendre. Une proposition à moyens constants, même si les moyens baissent, effectivement, par rapport à notre budget, pour l'instant, c'est constant. En mai 2015, aujourd'hui, sur une UPAF, donc l'UPAF Sud a, donc, on considère en nombre de PEA, donc le nombre d'enfants suivis, c'est 32, avec une répartition qui était de 18 SAPML, de 14 internats. Donc 14 internats, dedans, il y a les jeunes majeurs, etc. Enfin, jeunes majeurs ou des grands mineurs, hein, qui sont en hébergement individuel, où on était normalement à peu près à 10 lits en hébergement collectif, donc je dis n'importe quoi, 7 lits en hébergement collectif avec une capacité pour en jusqu'à 10, quelques-uns en hébergement diversifié et un, voire deux, au niveau de la famille d'accueil. Proposition pour septembre 2015, ce qu'on faisait en mai, hein, sur le fait de passer à 34 SAPMN, d'augmenter de 16 SAPMN, 16 enfants supplémentaires, en baissant de 4, ce qui fait que du coup de 32, on passe à 44, sans changer le nombre d'éducateurs, sans demander de sous supplémentaires, ce qui après, au niveau des prix de journée, pour les détails financiers, était à peu près équivalent. Du coup, on propose également le fait de pouvoir avoir comme objectif principal le fait de pouvoir réduire, l'idée de pouvoir davantage répondre aux besoins de protection de l'enfance sur un territoire donné par une organisation décentrée d'hébergement collectif, orientée et centrée sur les ressources naturelles, environnementales et de droit commun. Ça, c'est vraiment notre objectif principal, avec une proposition de leur dire, allez, on ne vous demande pas de nous faire un chèque en blanc, vous acceptez ça et puis c'est bon, ça va marcher. C'est de pouvoir considérer sur une période de 12 mois, donc là on part sur l'idée, si ça démarre en septembre 2015, septembre 2016, on fonctionne comme ça, on a augmenté le nombre de SA, on a diminué le nombre d'internats. Septembre à décembre, période d'évaluation précise, avec des indicateurs actuellement élaborés avec les magistrats, avec le service gardien, avec le conseil départemental, et en fonction, donc en décembre 2016 au plus tard, ils disent ok, ça marche, ça nous va, on continue, du coup on propose de l'étendre à l'ensemble de la maison d'enfants, hein, puisqu'il reste les 2 autres UPAF qui ne seraient pas concernés par ça pour le moment, on étend le dispositif, soit ils invalident, du coup bon bah d'accord, on demande du coup de rajouter
2 ans dans la même configuration, le temps d'avoir le lieu, le permis de construire, la construction, et de réouvrir un hébergement à Dilly, et que du coup, imaginez que d'ici décembre 2018, on revient à la configuration qui était celle initialement prévue dans les starting blocks initiaux. Donc après, on peut se dire, ouais, mais attendez, quand même, vous augmentez de 16, vous diminuez de 4, ils vont faire comment? Vous avez vu, déjà, ils sont taqués, ils disent dans les ASH que c'est un rythme incessant, etc. Et ce qui est vrai, hein, c'est vraiment un rythme soutenu et intensif, sur le fait que d'être sur un hébergement collectif moindre, c'est de pouvoir considérer déjà qu'il va y avoir d'accompagner, d'aider les maîtres et maîtresses de maison, d'être dans une réorganisation sous leur intervention, où ce serait eux qui seraient vraiment le fil rouge du quotidien, avec en soutien les éducateurs qui interviendraient, et que dans l'organisation actuelle, on avait essayé, on avait regardé ce qu'on pouvait faire par rapport à l'idée de créer une sorte d'accueil de jour, mais que le fait d'être plus dans la recherche de l'activation du droit commun, on se rend compte que c'est pas opérant en soi, même si c'est pratique parfois, hein, au niveau de disponibilité des éducateurs qui sont proposés, c'est que jusque-là, la contrainte, on va dire temporelle, hein, sur l'emploi du temps des éducateurs, de l'internat était reportée sur 8 éducateurs. Le fait de le reporter sur les 11 éducateurs, ça fait que de 15 heures de moyenne de temps d'hébergement par éducateur, on passe à 10. C'est-à-dire que chaque semaine, les éducs auraient maximum 10 heures sur l'internat, le reste du temps étant du coup du temps ressources, ce qui permet, puisqu'on a à peu près une moyenne de 5 heures par situation, on va dire, hein, une moyenne par rapport à la répartition du nombre d'enfants par binôme, on pouvait considérer qu'on pouvait augmenter de une situation par éduc, du coup de 11. On s'est mis à 12 parce que le 12, c'est ce qui permet, entre les départs, les arrivées, etc. Quand il y a des fratries un peu importantes, généralement, on est toujours un plus, de toute façon. Donc, de dire qu'avec cette réorganisation-là, on aurait été dans les clous. Conclusion, pour permettre aussi un peu de questions. Il y en avait plein, je suis sûr, de tout noté. Proposition que l'on fait, donc c'est de pouvoir transformer 4 places d'internat en 16 places de SAPMN, sortir de l'impasse dans laquelle nous trouvons, en essayant de répondre aux besoins du territoire exprimés par l'équipe. Donc là, Mme Gégou, elle est là, elle dit qu'il y a des besoins sur le territoire. Le fait de commencer par une location sur les territoires de l'Utasie concernés, pour y installer une location, bon là on cherche, hein, on est en contact avec les agences, etc. Mais en gros, bon là pour septembre, ça va peut-être faire juste, parce que là on n'a pas trouvé la maison, mais on espère que pour les vacances de Toussaint, on soit parti et installé. Et puis, ce qui n'est plus partir, je ne sais pas. Le fait de s'engager sur des modalités concrètes avec l'équipe ASE du territoire, mais aussi avec celle de la PMI, de la SST, et dans les discussions qu'on avait aussi, toutes les équipes qui s'occupent du handicap, hein, qui sont dépendants aussi de l'Utasie, et poursuivre notre expérimentation sur au moins une année dans une démarche d'évaluation renouvelée. Ce qu'on propose également, du coup, pour aller plus loin, c'est que ce qu'on constate, c'est que le service, enfin, en tout cas l'ASE est en grande difficulté, le service de placement familial est en saturation, ils essayent de recruter X familles d'accueil tous les ans, ils en ont, alors je ne sais plus combien ils en ont sur le département, il y a 400 familles, et il y a 800 places. Il y a 400 familles, 800 places sur le département, et que c'est tout le temps saturé. On leur propose, nous, de considérer que notre mode d'intervention et on va dire les résultats fulgurants qui sont même surprenants de cette diminution des prises en charge par rapport au temps de séparation, c'est de pouvoir le proposer également aux assistants familiaux de l'ASE, avec l'idée de leur dire que couper un hébergement chez un assistant familial géré par le service de placement familial de l'ASE, plus une mesure SAPMN, globalement, ça reviendrait moins cher qu'une mesure de placement en internat. Et que, en parlant de sous, et qu'en plus, si grâce à ça, de 2 ans de placement, ils réduisent à 9 mois ou 1 an, très vite, dans la durée, donc on les a invités à faire les calculs, d'aller regarder les durées de prise en charge, etc. Ils ont été à l'écoute, je crois qu'ils étaient un peu interpellés de ce qu'on leur proposait, donc on verra, hein, puisque là, c'est pour l'instant, une chose à la fois quand même, mais puisque c'est quand même quelque chose de... Mais
Donc je crois qu'il y a des choses, peut-être que l'année prochaine, quand on se retrouvera, on pourra vous dire, il y a des choses qui ont bougé aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc, ça c'est ce que je viens de dire. Voilà. Et du coup, on propose, nous pourrions, donc, comme s'ils étaient présents, mettre en place une expérimentation sur un territoire si le conseil départemental nous le demande. Voilà, puisque j'avais un truc, il faut que je le dise et j'ai oublié. T'as Donc, soif voilà. Comment? T'as soif? C'est pas ça. Non, ça va, c'est pas ça. Donc, voilà, donc ça c'est vraiment la présentation du projet hein, sur lequel on attaque. Là, on est en train d'y aller. C'est vrai que ce constat de la diminution des temps de séparation, il se confirme. Et cette proposition, c'est ça que je voulais dire, j'ai retrouvé, merci. On avait une situation d'un enfant qui est arrivé donc, sur l'UPAF Sud. On est en juin, il est arrivé quand au courant d'année, hein, vers novembre-décembre. Et sa sœur, qui a 1 an de plus, était restée en famille d'accueil. Et du coup, là, à partir du 5 juillet, le jeune garçon passe sous mesure SAPMN, mais donc ça a été tout un travail avec la juge, mais sa sœur, qui est en famille d'accueil, a failli passer à la trappe de la même mesure et rester placée au niveau de la famille d'accueil, alors qu'on est dans la même famille. Et que ça a vraiment aussi fait réfléchir sur le fait qu'en fonction de comment est traitée une même situation familiale, parce que là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose qui change, même si les enfants activent de façon différente le dispositif. Voilà, on pourrait se retrouver dans des situations très étranges en fonction de ce qui est proposé et la non-activation des ressources familiales et environnementales. Du coup, je ne vais pas changer de casse-tête, donc peut-être que si quelqu'un peut prendre le micro pour passer la parole, s'il y a des questions, des choses comme ça qui vous viennent, ce serait avec grand plaisir. Donc ça veut dire que la Fizira ou Catherine, tout le monde vient. Catherine vient, voilà, attention pour moi. Est-ce que tu as une question? Un détail peut-être, mais je veux juste, est-ce que vous pouvez nous préciser le prix de journée d'un accompagnement à SAPMN? Oui, donc on est à peu près à 90 € par jour. Et en mesure hébergement, donc je ne sais pas si on peut le dire au son directeur, parce qu'on est des maisons d'enfants les plus chères. On est à 200 quelque chose? 220 220 de journée en interne. Après, effectivement, il y a un peu de recherche d'uniformisation par le conseil départemental au niveau des maisons d'enfants. Après, il n'y a pas si longtemps que ça, les financeurs ont essayé de dire quand même, au niveau des moyens que vous avez, voilà, vous pourriez diminuer vos effectifs pour baisser vos coûts de journée, etc. Et il y a eu quand même une réaction, pour l'instant, on va dire, les personnes responsables au niveau technique et éducatif du conseil départemental aussi, on peut dire attention, parce que là aussi, il y a aussi des situations que la communauté Coste prend, que personne d'autre ne veut, et que pour l'instant, il est important de leur laisser leurs moyens pour qu'ils puissent aussi continuer dans cette voie-là. Donc ça va peut-être pas durer, hein, le fait qu'il y ait encore des personnes qui ont cette capacité de changer au niveau du politique, mais voilà, c'est des financeurs. C'était si limpide que ça. En fait, il y avait une présentation au départ qu'on avait un peu édulcorée après au niveau de la présentation, puisque c'était la proposition, c'était diminuer le nombre de places en internat pour protéger davantage. Bien. Du coup, s'il n'y a pas de questions, on va enchaîner. On va faire même faire une pause. C'est assez rapide pour faire une pause. Merci Christophe. Merci beaucoup. Du coup, par rapport au timing, parce que c'est vrai qu'après ça va même chambouler les bataillons. On n'avait pas prévu de faire de pause, mais comme là on a gagné presque 20 minutes, j'ai dit trop rapide peut-être, je sais pas.
Mais alors, il y avait juste une personne hier qui posait une question et qui n'avait pas pu la poser. Je ne sais pas si la personne est encore là. Je ne sais plus sur quoi c'était. Si elle avait été là, elle aurait pu la reposer. Par rapport à l'intervention des éducatrices. Alors je vous propose du coup une mini-pause, hein, puisque les personnes n'ont pas eu le temps de se préparer psychologiquement, puisqu'elles devaient intervenir que dans 20 minutes. Donc Johan, si on reprend à moins 20, ça te va? Oui. Alors, moi, c'est Jérôme. C'est Jérôme. Jérôme. Et Joanne, c'est Joël. Voilà. C'est rigolo ça. Voilà. Jérôme. Voilà. Et par contre, on a une famille où on est 3 J. Notre soeur s'appelle Julie. Donc Jérôme, si tu m'entends, on reprend à moins 20, ça te va? Allez, bah, écoutez, pipi, clope, ce que vous voulez, on se retrouve dans un quart d'heure. Merci beaucoup.